La première fois que j'ai rencontré Claude François, c'est une excellente ventouse, et je vous remercie de l'avoir posée. C'était à Europe 1, dans le cadre d'une émission que je faisais qui s'appelait, si je me souviens bien, Topalov en liberté. Ma réalisatrice de l'époque était Marie-France Brière, me fournissait plein de clients, comme on dit maintenant, des clients, voilà. Et un jour, j'interviewe Claude François, que j'aimais beaucoup, mais sans plus. C'était pour moi un chanteur... enfin, moi, j'étais beaucoup plus Beatles, Rolling Stones, ce truc comme ça. Les chanteurs français ne m'intéressaient pas vraiment, à part Brassens, Brel... Bon. Et je fais une émission avec Claude François. Heureusement qu'elle était enregistrée, parce qu'il est arrivé, comme d'habitude, à l'heure, avec 1 heure de retard. C'était un petit peu son petit défaut, un de ses petits défauts. Et donc, il vient, on enregistre l'émission, très bien, son nouveau disque, il s'appelait je sais pas comment, j'en sais rien. Et puis, en fait, on a sympathisé. J'étais le rigolo de service, lui c'était l'idole de service, bon. Puis on a sympathisé, et puis il me dit viens au moulin, hein, oui, passe un week-end au moulin, hein, oui, on va rigoler, bon. Et un week-end, peut-être 2-3 week-ends après, je vais au moulin, à Danemois. Je tombe sur sa femme, il y avait le petit Marc et le petit Coco, tout mignon, tout charmant. Et c'était très intime, il y avait 40 personnes, bon, très bien. Et puis, alors c'était formidable, les tables, c'était sa mère qui faisait la bouffe. Hein. La table de la salle à manger était pleine de victuailles, et des victuailles égyptiennes, tout ça. Bon. Il y avait les meilleurs vins de France, les meilleurs cigares du monde, mais lui, il buvait pas, il fumait pas. Tiens. Et à un moment, il me dit, pourquoi tu chantes pas? Je dis, je te demande pardon? Il me dit, pourquoi tu chantes pas? Parce que je suis pas chanteur. Il me dit, si, ils chantent tous. C'est vrai qu'il y avait Klein qui chantait, Gérard Klein qui chantait. Il y avait Hubert, je crois, qui avait fait un disque aussi. Il y avait, comment elle s'appelait, Anne-Marie Pesson, qui avait fait aussi un disque. Alors je dis, bah, écoute, moi, tu sais, moi, quand je chante, en général, c'est dans ma salle de bain, c'est pour faire fuir les voisins. Il me dit, non, tu vas chanter, on va faire un disque. Bon. Quelques temps plus tard, il vient me voir, il me dit, voilà, si tu veux, j'ai fait la version française, enfin, j'ai fait faire la version française d'une chanson anglaise qui s'appelle Gimme That Ding, qui s'appelle Qui m'énerve, si tu veux, tu l'as fait. Oh, je dis, bon, ben, si tu veux, je vais la faire. Et on va dans un studio qu'il fréquentait souvent, qui était rue de la Gaîté, studio AZ, je crois, si je me souviens bien, il s'appelait comme ça, et on enregistre là-bas. On sort le disque, on en vend 50 ou 60 000. Et je dois dire qu'à l'époque, c'était une vente moyenne. Et il me dit, on va en faire un autre. Je dis, bon, si tu veux, moi, je fais mes émissions de radio, moi, voilà. Et il me dit, bon, bah écoute, je vais y réfléchir. Quelques temps plus tard, quelques mois plus tard, téléphone, il me dit, écoute, viens au Moulin. C'était toujours au Moulin que ça se passait. Ou à Aix-en-Mans, au bureau, Flèche du boulevard Aix-en-Mans. Il me dit, voilà une chanson. Alors, il y a Bourter qui était là, Jean-Pierre Bourter, qui a écrit après plein de chansons pour Sardou et d'autres. Il s'est mis au piano, ils ont chanté « J'ai bien mangé, j'ai bien bu ». Il me dit « Ça te plaît ?» Je dis « Bon, ouais. » Ah, parce que si ça te plaît pas, moi je la présente à Carlos. Hein. Je dis « Je sais rien, ouais, c'est sympa, ouais, c'est marrant. » On a enregistré, et c'est là où ça a commencé. J'ai été pris par le succès de cette chanson. D'abord, je m'y attendais pas, au succès de cette chanson. Claude non plus. Personne s'y attendait. Et puis un jour, Claude m'a dit « Tu vas venir faire un gala avec moi ». J'avais jamais chanté de ma vie en public. Non, c'était au Palais des Sports de Grenoble. Il y avait 8000 personnes. La première fois que je suis monté sur scène, avec Claude, qui passait dans ma seconde partie, il faut bien le dire, j'ai chanté devant 8000 personnes. Alors, fallait amplifier les gestes, machin, tout. Je chantais que 2 chansons, hein, Qui m'énerve et J'ai bien mangé, j'ai bien bu. C'est tout ce que j'avais à mon répertoire. Je pouvais pas faire autre chose. Hein. Et puis est arrivé un moment où il m'a dit, on va faire une petite tournée. Ah, je dis, mais oui, mais ça me pose un problème vis-à-vis d'Europe, etc., etc. Il me dit, écoute, tu prends tes vacances. Et on est parti en tournée. Est arrivé un moment où il a fallu que je choisisse entre Europe 1, qui m'assurait quelque part une sécurité professionnelle, bon, et de l'autre côté, la vie de saltimbanque.
Je passais de géomètre à saltimbanque. Et j'ai choisi saltimbanque. Bon. J'ai donc dit à Claude François, c'est formidable, ça y est, I am free, je suis libre. Il m'a dit, là, une petite connerie. Je dis, mais j'ai peut-être fait une connerie, mais je l'assume. Et on est parti en tournée. Et on a fait, j'ai dû faire 3-4 tournées avec lui, d'été. Alors là, c'était quelque chose. Sous des chapiteaux ou en plein air. Sous les chapiteaux, comme c'était l'été, l'humidité, je te raconte pas, parce qu'il y avait en général 3-4 000 personnes qui étaient là-dedans. Les planches étaient comme ça, bon. La sono, fallait voir, hein. Fallait voir. Mais il était toujours là quand je chantais. Il était près du régisseur son scène, il me regardait. Il me regardait. Et quand je finissais donc la première partie, il y avait entr'acte, j'allais le voir dans sa loge, ou dans sa caravane. Tu rentrais là-dedans, c'était les Alpes. Il se mettait de l'ozone dans les narines, tu sentais là, tu respirais à 3000 mètres, tu vois. Il m'en manquait plus que les vaches, tu vois. Bon. Et il me disait, ça c'est très bien, ça c'est bien, ça c'est à chier par contre. Mais ça c'est pas mal, tu vas travailler pour demain, etc., etc. Il s'occupait de moi bien. Et une tournée d'été, une folie, une phobie, il prend 18 violons, tous des prix de conservatoire, violon, violoncelle, contrebasse. 18. Et ils foutaient rien. Ils étaient là, assis, devant leur pupitre, avec la petite lumière, ils attendaient. Puis à un moment, Claude François, il faisait « Je me lève ». Pour une chanson, il avait pris 18 violons qui voyageaient dans un car à part. Ça lui a coûté la peau du cul, mais il était heureux avec ça. Un soir, on était, je crois que c'était à Valenciennes. Attends, je ne dis pas de conneries. Ouais, c'était à Valenciennes pour l'ouverture d'un carrefour, un grand magasin. Et le truc était sur le parking, le spectacle était sur le parking. Alors il y avait tout un bordel, le car podium et tout le machin. Et il y avait en première partie, il y avait Chamfort, moi qui terminais, et Clo-Clo. Il y avait, je sais pas, 10 000 personnes, tu vois. Chamfort, bah, ça passe bien, tu vois, mignon. Moi, ça y a la pouette-pouette. Et à l'entracte, je vais dire à Claude, tu vas voir, un public formidable. Ils sont géniaux dans le Nord, ils sont extraordinaires. Ils rentrent sur scène, 3 œufs, 5 tomates. Qui a fait ça? Il y a un mec au premier rang, là, contre les barrières, il dit « Hey, moi !» Un pauvre vieux. L'autre, il prend le micro. Voilà. Il lui a arraché l'oreille. Le spectacle se termine, en robe de chambre et tout machin, transpirant. Il rentre dans sa caravane, et on voit le mec qui arrive, entouré de 2 gendarmes, et il tenait son oreille comme une vieille escalope, tu vois. Bon. Puis, les gendarmes, bim, bim, bim. Alors le secrétaire, je sais pas comment il s'appelle, Christian, je sais pas quoi. Oui, monsieur, il y a un problème, l'oreille. Ah oui, entrez. Ils sont rentrés, 2 gendarmes, le mec, l'oreille sanguinolente, hein, ça saignait. Hein. Ils sont restés un quart d'heure à 20 minutes, on n'a pas les jetons, tu vois. Et le mec est ressorti, il avait une photo de Clo-Clo, et il avait toujours l'oreille cassée, et les flics, une photo de Clo-Clo. Et l'affaire était réglée. C'était comme ça. Il y avait une espèce de magie qui était absolument incroyable. Une autre fois, on passait à Forest National, en Belgique, 8000 personnes. C'est énorme. Et puis, bon, moi, je chante mes trucs, puis j'étais en pleine forme, tu vois, et puis je faisais le con. Et je fais les saluts à la fin, les gens étaient vachement contents. Ben, moi aussi, j'étais vachement content qu'il y ait 8000 personnes qui disent bravo, bravo, machin, tout ça, t'es vachement content. Je tombe. Je fais une chute de 2,20 m, à peu près, ou 2,50 m dans la foule, qui s'écarte pas trop, mais donc ça amortit la chute. Et les gens s'éloignent comme ça. Moi, mes lunettes, elles étaient par terre, je sais pas où elles étaient, et les gens se rapprochaient. J'ai vu sauter à côté de moi, j'ai senti, j'ai pas vu, j'ai d'abord senti un Ouichtiti qui sautait à côté de moi avec un pied de micro. C'était Clo-Clo, avec un pied de micro, qui faisait des moulinets pour éloigner les gens. Et moi, j'étais à 4 pattes en train de chercher mes lunettes devant 8000 personnes. C'était un peu ça, tu vois. Bon.
Alors, cette fameuse tournée périphérique des environs de Paris en 1972, sous chapiteau, des environs de Paris, oui, c'était Meaux, Melun, enfin la grande ceinture autour de Paris. Je ne sais pas si elle avait été bien montée ou mal montée, mais il y avait, c'est vrai, il y avait des salles mais bourrées à craquer et des salles vides. Et on était 3 à faire sa première partie. Il y avait Véronique Sanson, Alain Chamfort et moi. Et qui ouvrait le rideau, qui levait le torchon? Véronique Sanson, qui venait de sortir son premier album. Et elle avait des musiciens sur scène, excusez-moi, c'était quand même Gérard Kavinsky à la guitare, Michel Bernolk au clavier, je crois que c'était André Sidbon à la batterie, je crois que c'était Christian Padovan à la basse, elle au clavier, au piano, bien, et solide. Elle chantait 4 chansons, elle en chantait 2. Elle ne chantait que 2 chansons. Elle était virée. Les canettes de bière, casse-toi, blondasse, casse-toi, mauvaise, mauvaise. Elle sortait en larmes, en larmes. Nous, on savait qu'elle était pétrie de talent, que c'était une star en devenir. Et le public ne comprend pas toujours encore ça. On est peut-être un petit peu, nous, peut-être un petit peu en avance par rapport à lui. Elle était en larmes, et en plus, moi, j'étais voisin de palier d'elle. C'est-à-dire que je sortais de l'ascenseur, moi j'étais à droite, elle était à gauche, avec Michel Berger. Bon, alors, elle était en larmes, la pauvre, on essayait de la consoler comme on pouvait, mais on ne se faisait pas trop de soucis, on savait que quelques années plus tard, ça allait fonctionner. Alors après, il y avait... parce que les gens venaient pour Claude François, hein. Qu'ils soient là ou pas là, ils venaient pour Claude François. Hein. Après, il y avait Chamfort, bon, donc, Chamfort, ça allait parce que c'est le beau mec, hein, sympa... charmeur, les cheveux longs, comme on disait à l'époque, il y avait des trucs. Moi, le rigolo de service, j'avais aucun souci à me faire, et donc les gens nous acceptaient. Après, c'est Claude François, donc c'était emballé, pesé. Mais ils n'acceptaient pas la présence de cette femme talentueuse et extraordinaire. Ils n'acceptaient pas. C'est fou, hein. Alors, en ce qui concerne donc l'enregistrement des disques et comment ça se passait, les séances avec Claude, en plus c'est une habitude que j'ai toujours gardée, c'est enregistrer la nuit. Alors, on commençait vers 9h du soir, ça se terminait à 6-7h du matin, voire au-delà. C'était pas... Alors, lui était donc producteur, mais il était également directeur artistique. Il s'occupait de tout, la prise de son, il s'occupait de tout. Le mec, j'étais là, le pauvre Estardi, je crois croiser les bras, mais bon, il s'occupait de tout. Et on s'engueulait. On s'engueulait parce que il n'était pas d'accord sur une intonation que je donnais à un mot. Moi, j'étais d'accord sur l'intonation que je lui donnais parce que je me sentais mieux là-dedans, etc., etc. Et on s'engueulait. On s'engueulait grave. Je lui tenais tête. Bon, alors tu me disais, tu chantes faux! Je lui disais, je chante peut-être faux, mais je ne chante pas comme une chèvre, moi, monsieur. On s'engueulait, c'était monstrueux, mais ça se passait malgré tout bien, parce que vers 2h du matin, comme par hasard, arrivait un immense plateau de fruits de mer, avec des crabes, des huîtres, des machins, des trucs, et on se mettait autour de la table, et en avant, on bouffait jusqu'à 5h du matin, et on remettait ça. Ou alors on mettait ça le lendemain. Mais j'ai eu plein de gens avec moi qui ont travaillé avec moi et pour moi. J'ai eu Gérard Louvain comme choriste. Ah oui, Gérard Louvain a fait les chœurs dans une de mes chansons, qui s'appelle, je crois, La vie de château. Une chanson que j'ai enregistrée, ah là, c'était l'après-midi, l'une des rares, c'était chez Loulou Gasté et Madame Lynn Renaud dans le studio de la rue du Bois de Boulogne. Et je me souviens, j'avais une extinction de voix, et il m'avait mis des plaques d'électrique, enfin, machin, avec l'électricité, c'était comme ça, pour dégager les cordes vocales, tu vois. Il m'a toujours pris pour un chanteur rigolo, alors que je suis surtout un rigolo, plus qu'un chanteur. Voilà. Alors, en ce qui concerne la pochette du premier album, Claude n'a rien fait, pour une fois. Il faisait rien. C'est une époque où j'avais fait une campagne de publicité au cinéma pour Balzen. Les cacahuètes, machin, tout ça, là. Et ça avait, à l'époque, énormément marqué les esprits. Et j'avais fait 4 ou 5 films sur les produits, sur ces produits-là. Empereur romain, Louis XIV, contemporain,
un autre contemporain, et le 5e, c'est la fin du monde. Donc, comme ces films marchaient très fort, on a dit, ça va être un rappel de ces films-là. Donc c'est pour ça que j'étais habillé en électricien, en maçon, puis une autre fois en Louis XIV. Et puis voilà, quoi. Voilà, c'est comme ça que ça a fonctionné. Nous nous sommes quittés avec Claude François, pas du tout en mauvais termes, mais alors, pas du tout, puisqu'après on continue à se revoir. Mais il y a un problème dans la chanson comique, c'est difficile de faire carrière avec des chansons comiques. Quand une chanson comique est un succès, voire un tube, c'est considéré par la profession comme un accident. Bon, il faut s'appeler Pierre Perret et son talent pour manier la chèvre et le chou. Bon, c'est un poète. Et d'un commun accord, on a décidé d'arrêter notre collaboration. C'était pas toujours facile de travailler avec Claude parce que, en dehors de son caractère un petit peu comme ça, disons cyclotimique, il y avait aussi le fait que ce magazine, bien qu'il s'en défende, puisque c'était pas un magazine de fans, c'était pas du tout, soi-disant, destiné à ses fans, mais il est évident qu'il souhaitait toujours avoir la meilleure part dans le magazine. Donc ce système des couvertures composées obéissait quand même à une hiérarchie.